L'échiquier international, bienvenue à vous. 30 jours d'intenses bombardements. On ne s'encombre pas de grand-chose dans les cockpits des avions sionistes. On déverse absolument toute l'armada, presque aveuglement et si possible au sein de maximum de nœuds urbains. Un simple joystick suffirait, étant donné que Gaza comprend l'une des densités de population la plus importante du monde. Depuis un mois, 70% des victimes palestiniennes seraient des femmes et des enfants. L'OMS et l'ONU, via leurs deux représentants respectifs, se disent horrifiés et on appelle à un cessez-le-feu. 35 journalistes tués et 30 fonctionnaires onusiens morts sous les feux. Mahmoud Abbas, bien esselé de son côté, a reçu Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain à Ramallah. Visite en somme toute symbolique puisque le théâtre des opérations est hors de portée du vieux dirigeant, bien seul et bien impuissant. De son côté, non loin de là d'ailleurs, l'officiel sioniste Netanyahou, en fonction du rallongement du temps de la guerre, quitte le paradigme de la raison pour faire confondre légende et réel politique. En effet, Netanyahou convoque la prophétie d'Isaïe, cet épisode biblique où il est question d'une guerre sainte, réadaptée selon les circonstances, où des fils de la lumière, comprenez les sionistes, combattraient les rejetons des ténèbres, c'est-à-dire les Palestiniens et surtout leurs bambins. La guerre totale. Sur place, la population razaoui se demande jusqu'où le calvaire va durer. Tente de prendre le chemin du sud, mais malheureusement, les tronçons routiers sont sectionnés par les obus, sauf que le flanc sud également concentre plusieurs blessés. On compte beaucoup de blessés qui ne sont pas transportables, des enfants opérés sans anesthésie, des amputés. En manque d'eau, la population contrainte à boire de l'eau de mer pour ne pas mourir de soif. Des faits qualifiés de crimes de guerre par Karim Khan, qui n'est autre que le procureur de la Cour pénale internationale. Alors que la rue mondiale se mobilise pour dénoncer ces opérations, notamment la rue arabe, certains régimes qui ont pris langue avec l'entité sioniste sont pris entre le marteau et l'enclume, tenus au grand écart diplomatique de peur de voir vaciller leur pouvoir. Les régimes arabes, Gaza, le grand écart, la thématique du jour, on en parle tout de suite. Et je vous le disais dès l'entame, un mois de déluge aveugle, comme on vient de le décrire. Durant longtemps, la question palestinienne semblait être soldée par les signatures d'accords de normalisation entre l'entité sioniste et plusieurs États arabes. La date fatidique du 7 octobre a remis au centre la thématique de la Palestine au niveau mondial, rappelant que malgré tous les efforts pour la faire oublier, celle-ci traverse ce Moyen-Orient si alambiqué. Pour en parler justement, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Rimbaud, ancien diplomate. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez été diplomate, comme je viens de le dire, ambassadeur en Mauritanie, au Soudan, mais avez séjourné dans plusieurs pays du Moyen-Orient de par vos missions diplomatiques françaises. Auteur aussi, vous avez beaucoup écrit sur ce Moyen-Orient noueux et compliqué. Vous allez nous expliquer tout ça dans un instant. Oui. Également avec nous, Miloud Chinoufi, professeur de relations internationales et directeur des études supérieures au Collège des forces canadiennes à Toronto. Vous êtes spécialiste également du conflit palestinien. Bienvenue à vous. Merci de l'invitation. Alors, première question, on commence par vous, Michel Rimbaud, pour planter le décor. Vous êtes le sage diplomate, vous avez beaucoup écrit sur le Moyen-Orient, vous allez tenter de me répondre avec cette question. On entend beaucoup d'analystes, des éditorialistes, des diplomates de tout horizon, quand on évoque le conflit palestinien, nous disent que c'est un conflit compliqué, difficile, mais quand on interroge les Palestiniens, eux nous disent que c'est très simple, les sionistes ne veulent pas la paix, ils veulent toute notre terre. Où est la version la plus proche de la réalité selon vous ? Écoutez, le conflit il est relativement simple, oui. L'Orient est compliqué, on dit-on, mais le conflit, en l'occurrence, est assez simple. Si on voulait bien, pour ceux qui le voient tel qu'il est, c'est-à-dire, il y a Israël d'un côté, qui est un État qui a été créé dans la région par le plan de partage et suite à des promesses au temps de la colonisation, je dirais au début du siècle dernier. Et donc, finalement, il y a eu ce plan de partage et la création de l'État d'Israël après la Deuxième Guerre mondiale. En fait, en réalité, c'est vrai que c'est l'un des problèmes, c'est que
d'une part, jamais les populations autochtones, c'est-à-dire les populations arabes, n'ont été consultées. Ça n'était pas dans les mœurs du temps. Et puis deuxièmement, je pense que il y avait les Occidentaux et les Européens notamment se sont déchargés de leur remords pour l'Holocauste à l'encontre des Juifs, qui a été organisé, fomenté, perpétré et réalisé par les pays européens avant tout, l'Allemagne, mais d'autres pays qui ont participé assez activement, qui ne se sont pas très bien comportés, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc l'Holocauste, c'est bien une réalité, mais ce n'était pas une raison pour faire payer en quelque sorte, c'est ça le fond du problème, c'est que les populations arabes de Palestine ont été dépossédées d'une partie très notable de leurs terres, Et elle notamment en n'avait rien à voir Palestine, peut-être avec les sans événements de la être Deuxième Guerre consultées, mondiale. et on leur a fait payer finalement un crime, on leur a fait payer Voilà. très lourd, un crime que les Européens avaient commis. C'est ce qui s'appelle, c'est un petit peu, donc c'est très injuste. Et ça, jamais, on l'évoque désormais très rarement, mais pourtant c'est ça le fond du problème. Bon, et puis rien d'autre. Alors après, donc c'est l'histoire des relations entre Israël, créée en 1948 suite au plan de partage de 1947. Bon, mais un processus qui s'est engagé à la chute de l'Empire ottoman et pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec la déclaration Balfour et les progrès du sionisme. Mais je pense que après, ça a été un long calvaire depuis 1948, le calvaire des Arabes, palestiniens notamment, enfin, des Arabes de Palestine. Ça a été un long calvaire avec différentes étapes, avec des guerres, beaucoup de guerres. La première guerre commence dès la création de l'État d'Israël, et après il y en aura beaucoup, il y en aura pas mal. Et puis il y aura des tueries, dont la liste est tout à fait édifiante. Et puis des opérations de répression, et puis différentes étapes, mais enfin qui sont une espèce de descente aux enfers, qui vont du plan de partage de la Palestine, qui est déjà inéquitable, puisque le plan de partage attribuait déjà un peu plus de la moitié, de 55% au moins, sinon 60% de la Palestine aux colons juifs, à l'immigration juive, pour créer un État d'Israël. Et donc déjà, sur ce que l'on considérait comme étant la Palestine, les Arabes étaient désavantagés. C'était injuste. On les a dépossédés de leurs terres, encore une fois. On leur a fait payer un crime qu'ils n'avaient pas commis. Les Européens ont fait payer aux Palestiniens et aux Arabes un crime qu'eux avaient commis et fomenté. Et donc c'était pour apaiser leur remords une fois la Deuxième Guerre mondiale terminée. Très bien. Enfin, en gros, oui. Alors, on continuera d'en parler. On reviendra peut-être à la suite. En fait, Évidemment. c'est ça le fond du problème pour moi. Et ça s'est aggravé disons, au début, c'était seulement une question de partage, mais sans droit au retour. Il y avait un droit, disons, à l'arrivée des colons juifs sans restriction. Et il n'y a jamais eu de droit au retour pour ceux qui étaient chassés de leur terre, disons, en Palestine. 700 000 il n'y avait Palestiniens. pas de droit au retour. D'accord. Alors, Milou Chinofi. Après, il y a différentes avanies. Je vais poser la question à Milou Chinofi. Justement, un conflit qui dure, Milou Chinofi, depuis 75 ans. Gaza sous embargo depuis plus de 15 ans. À part la parenthèse plutôt courte d'Yitzhak Rabin, les ministres sionistes n'ont jamais vraiment pris au sérieux les revendications palestiniennes, même les nombreux plans de paix. Qu'en pensez-vous? En fait, c'est une réalité. Hein. Le camp de la paix en Israël a été réduit en peau de chagrin, notamment parmi les politiques. Vous allez toujours trouver en Israël, dans la société civile, des intellectuels, des journalistes, des activistes, des militants de droits humains qui sont favorables à une solution négociée avec les Palestiniens et qui travaillent d'ailleurs avec les Palestiniens. Je peux vous citer une liste assez longue. Il y en a aussi qui rejettent l'occupation des territoires palestiniens. Simplement, ces forces-là en Israël n'ont absolument aucun relais politique à partir du moment où même le Parti travailliste, qui à un moment donné
vous évoquiez Yitzhak Rabin, qui était donc à la tête de ce parti, eh bien, même ce parti-là, qui à un moment donné, sans être pacifiste, hein, admettait l'idée de la paix contre la terre, c'est-à-dire un État palestinien sur les territoires occupés en échange d'un accord de paix. Bien, même ce parti politique a été complètement désintégré, puisque à l'exception de Rabin, qui lui-même, depuis les années 70, déjà quand il a été pour la première fois Premier ministre, avait compris que la domination de tout un peuple ne peut durer qu'au prix d'un nettoyage ethnique ou d'un régime d'apartheid. Okay, et donc c'est à partir de cette perspective-là que lorsque les Américains ont fait pression sur Israël après la fin de la guerre froide, eh bien il a accepté de jouer le jeu. Mais pour tout le reste, y compris à l'intérieur du parti travailliste, eh bien l'option qui était celle des opposants au processus de paix dans les années 90, c'est-à-dire l'option de Netanyahou à l'époque, qui était à la tête de l'opposition et qui était allié de la droite religieuse et de l'extrême droite qui ont fini par assassiner Rabin. Eh bien, leur alternative a toujours été de dire qu'on peut en fait vaincre les Palestiniens et, pour citer un général israélien, arriver à un point où les Palestiniens eux-mêmes se définissent comme un peuple vaincu. Et leur exemple en la matière, c'est en fait ce qui s'est produit avec les populations autochtones en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, c'est-à-dire une domination totale. Et cette domination totale devait se produire à travers deux éléments. Le premier élément est celui de la violence aveugle et de la colonisation systématique. C'est ce que nous avons vu depuis en fait plus de 20 ans maintenant. Et la deuxième stratégie n'a commencé à se concrétiser que ces dernières années, à savoir les accords de normalisation bilatérale avec des États arabes, sans que la question palestinienne ne soit à aucun moment soulevée. Et tout ce qui reste aux Palestiniens, en attendant qu'ils disparaissent physiquement, eh bien, c'est une sous-traitance de la colonisation. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on cherche à imposer, en tout cas les Américains, c'est ce qu'ils cherchent à imposer à Gaza après le conflit. On continue de développer les autres thématiques, mais avant, faisons un point justement à Gaza. Après ce mois de déluge de feu, compte rendu signé à Madame Ziane Zitouni. Théâtre d'une agression sioniste barbare depuis un mois, la bande de Gaza a été bombardée avec plus de 12 000 tonnes d'explosifs par l'occupation sioniste. L'effet de ces explosifs équivaut à 3 fois la puissance de la bombe atomique qui a été larguée sur la ville japonaise d'Hiroshima en 1945. L'entité sioniste continue de cibler Gaza avec d'intenses frappes aériennes et terrestres qui ont détruit des quartiers entiers, tuant près de 10 000 Palestiniens, dont plus de 3 000 enfants et blessant 20 000 autres, sans parler des personnes portées disparues sous les décombres. Les forces de l'occupation sioniste utilisent délibérément une puissance de feu sans précédent dans l'histoire des guerres et bombardent sans relâche des zones résidentielles surpeuplées, des marchés, des lieux de culte, des boulangeries, des hôpitaux, des écoles abritant des personnes déplacées qui tentent de trouver un refuge sûr contre les attaques sionistes, mais aussi des ambulances et des camps de réfugiés. L'entité sioniste sombre dans sa sauvagerie contre les Gazaouis, ce qui est qualifié d'opération génocidaire marquée par la multiplication des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. 30 jours passés, les combats ne cessent pas mais s'intensifient et une résistance acharnée menée par le peuple palestinien malgré l'inégalité des moyens a lieu. Au vu et au su d'une communauté internationale qui appelle à un cessez-le-feu humanitaire, des manifestations pro-palestiniennes ont lieu dans les 4 coins du monde. Les civils gazaouis guettent l'arrivée de l'aide humanitaire de façon massive. Le nombre de camions acheminant les aides par le poste frontière de Rafah au sud du territoire palestinien, seule porte d'entrée pour accéder à l'enclave, reste insuffisant par rapport aux besoins. Le ministre égyptien des Affaires étrangères souligne que l'entité sioniste est responsable du blocage de l'aide humanitaire vers Gaza. Alors, Michel Rimbaud, vous, le diplomate à la longue carrière qui avait dû solutionner, analyser plusieurs crises à Jeddah, en Mauritanie, également au Soudan,
Que conseilleriez-vous à des jeunes, justement, diplomates qui auraient affaire éventuellement à un Premier ministre qui convoquerait un récit biblique de l'Armageddon pour expliciter sa guerre? Quel usage langagier utiliser pour peut-être le ramener à la table de négociation? Quel est votre conseil? Écoutez, moi je voulais dire d'abord tout à fait nettement qu'on en est le stade de la diplomatie, que c'était tout à fait problématique. Parce que je voulais quand même dire nettement mon point de vue, devant ce qui se passe effectivement en Palestine, ce qui se passe à Gaza notamment, c'est un génocide. Je crois que le terme, il n'y en a pas d'autre qui convient. C'est un génocide parce que ça vise à l'extinction notamment du peuple palestinien, notamment celui de Gaza, à le transporter, le sortir de la bande de Gaza et le faire, le pousser plus loin dans le désert, du côté du Sinaï ou je ne sais pas trop où, mais enfin, en tout cas pas à Gaza, et à l'exterminer, puisque je pense que les dirigeants israéliens ne s'en cachent pas. Quand on voit sur leur déclaration, c'est absolument effrayant, c'est de la folie furieuse. On n'en est plus au stade de la diplomatie. Et je crois que pour les Palestiniens, je crois qu'eux-mêmes n'y croient plus beaucoup. Je pense que l'histoire de la Palestine, au fond, il y a eu quelques épisodes de négociation et d'espérance de créer une solution, par exemple ce qu'on a appelé la solution à deux États. Et la solution à deux États, c'est comme, c'était pour de rire, j'allais dire, c'était pas sérieux. Puisqu'on a vu les accords, il y a eu la conférence de Madrid, il y a eu les accords d'Oslo, il y a déjà de cela bien longtemps. Mais ça s'est traduit, ça ne s'est jamais traduit parce que les Israéliens n'ont jamais appliqué, ça ne les intéressait pas la négociation. Ce qui les intéressait, c'était d'éjecter tous les Palestiniens de tout ce qu'ils considéraient comme étant la Palestine, mais disons, sans frontières déterminées d'ailleurs, et finalement, le reste, voir les déclarations quand on prend à partir de la Bible, mais aussi les dirigeants les déclarations des premiers dirigeants fondateurs de l'État d'Israël, c'est effarant. Quand on les voit, on ne croit pas que c'est même pas humain. Enfin, c'est des déclarations de sauvages, d'une haine et d'une virulence, d'une violence. On se dit que avec de tels interlocuteurs, on ne peut pas négocier, il n'y a pas moyen. Donc, je pense que les Palestiniens, d'abord, ils ont bénéficié de la complicité, de l'impunité totale de la part et de la complicité de l'Occident, totale, quoi qu'ils fassent, et donc ils n'ont appliqué aucun droit international. C'est le seul exemple d'un État qui a été créé par une résolution des Nations Unies, de la communauté internationale. On aurait pu espérer qu'il respecterait cette communauté internationale et le droit qu'il a porté, le droit international, mais non. Ils ont violé je ne sais combien, je crois que j'avais établi plusieurs centaines de résolutions. 110 résolutions. Qui ont été superbement ignorées. Et donc, le droit international et donc la diplomatie, là-dedans, n'a que peu de choses à faire, je pense. Et globalement, on en est toujours là. Là, je crois qu'à Gaza, le masque est levé. Je pense que une solution à deux États, il n'y en aura jamais une. Il reste de la Palestine, globalement, quelques confettis, et puis il restait une prison à ciel ouvert, qui était la plus grande prison à ciel ouvert depuis plusieurs années. Et d'une prison à ciel ouvert, c'est passé à un véritable camp de concentration, où on extermine les 2,5 millions de Palestiniens qui y vivent. C'est une zone surpeuplée en bord de mer, mais enfin quand même, je dirais qu'elle est bombardée en visant les enfants notamment. Les cibles privilégiées sont les enfants, puisque si on évalue à 10 000 victimes, je ne sais pas si c'est la statistique exacte, mais c'est une statistique, un bilan extrêmement lourd de morts palestiniens, et il y a, disons, au moins 4 000 enfants. 4 000 enfants, oui. Donc il y a bien une intention, d'ailleurs que je crois que les Israéliens ne cachent pas, qui est faut exterminer les enfants, parce qu'il ne doit pas y avoir de nouvelles générations de Palestiniens. On a compris que les Palestiniens, tant qu'ils seront vivants, disons, ils n'accepteront jamais, disons, de perdre tous leurs droits et finalement de subir le traitement d'un état d'apartheid, parce que c'est devenu un état d'apartheid, et donc ils ne respectent rien du tout, ni la vie, ni les vies humaines,
ni surtout pas la vie des Arabes et des Palestiniens, puisqu'on en est rendu à entendre des dirigeants israéliens qui parlent d'animaux et d'animaux humains. Enfin, c'est immonde, 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 immonde. Et seulement, la meilleure preuve en est, je crois, c'est que il y a une révolte quand même, il y a quand même un fort courant, y compris dans les pays occidentaux, qui ont, encore une fois, dont les gouvernements ont soutenu et soutiennent Israël à 100%, sans aucune réserve, en caricaturant finalement la résistance, en disant que c'est un groupe terroriste, etc., etc. Bon, on pourrait parler du Hamas et des organisations, mais en fait, c'est toute la résistance palestinienne, tous les mouvements palestiniens qui sont en quelque sorte fédérés. Et je crois qu'il y a une structure de coordination dont je ne connais pas les secrets ni les mystères. Ça n'est pas mon travail, ça n'est pas mon métier. Mais je crois que il faut, c'est pas le Hamas contre Israël tel que le conflit est, par exemple en France, tel qu'il a été présenté par toute la presse unanime, par les politiques, par les médias, par les intellectuels. Il a été présenté comme une guerre Hamas-Israël. C'est pas une guerre Hamas-Israël, ça n'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est une guerre entre Israël et la Palestine. C'est complètement autre chose. Bon. Et d'ailleurs, le Hamas, il faudrait dire, il y a eu, comme on le sait, peut-être, mais je sais pas, on n'aura pas l'occasion d'en parler peut-être, mais le Hamas a subi une mutation globale depuis le printemps arabe, par exemple, depuis le rôle, par exemple, que jouait le Hamas en Syrie, et puis le rôle qu'il joue maintenant, c'est complètement différent. J'allais dire que bon, ça n'a plus rien à voir, parce que ce ne sont pas les mêmes dirigeants. C'est toujours le même mouvement, mais les dirigeants ont changé, et les dirigeants qui avaient en fait, en quelque sorte, trahi la Syrie, par exemple, ceux qui ont mené le djihad contre la Syrie, par exemple, on va en parler. Ils ont été mis un peu hors d'état, hors normes. Ils ont été éjectés et ils n'étaient même pas au courant, je pense. Peut-être que c'est une autre thématique, Monsieur Rimbaud. C'est peut-être une autre thématique. Milou Chinoufi, j'aimerais entendre, écouter votre analyse sur ce point. Beaucoup de choses ont été dites depuis le 7 octobre, beaucoup d'analystes qui nous expliquent que Netanyahou a mis en lumière le Hamas durant ces années avec le financement du Qatar pour avoir finalement un adversaire répulsif, extrémiste, au lieu de l'autorité palestinienne jugée plus équilibrée, illustrée par exemple par Marwan Barghouti qui est emprisonné sans jugement, avec injustement bien entendu. Est-ce que mettre le Hamas pour décrédibiliser complètement la question palestinienne, est-ce que c'est un scénario plausible et possible? Qu'en pensez-vous de cette analyse ou de cette option? En fait, c'est une réalité qui date depuis très très longtemps. Bien sûr, on peut faire référence à cette fameuse déclaration qui a fait surface de Netanyahou devant les militants ou les cadres du Likoud en 2019, dans lequel il disait clairement que si vous voulez liquider l'option d'un État palestinien, il faut absolument maintenir le Hamas et puis maintenir son financement à Gaza pour l'utiliser justement comme épouvantail. À travers lequel on peut dire qu'il n'est pas possible de faire la paix avec les Palestiniens tant qu'il y a ce groupe qui est très mal vu en fait en Occident. Mais ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire lorsqu'on remonte aux années 80, eh bien, à l'époque de la première intifada, quand les enfants palestiniens affrontaient les chars israéliens avec des pierres, eh bien, l'adversaire principal à l'époque, c'était l'Organisation de la libération de la Palestine, qui ne se trouvait pas dans les territoires palestiniens, qui était à l'extérieur, en Tunisie en l'occurrence, et toutes les factions palestiniennes qui formaient l'OLP, et qui sont, comme on le sait, d'obédience idéologique généralement nationaliste ou de gauche ou révolutionnaire, etc. Et l'ennemi, à l'époque, c'était vraiment cette entité-là, et on considérait que, les Israéliens considéraient que c'était un danger pour eux que l'OLP ou des organisations alliées à l'OLP surfent sur la vague de l'intifada dans les territoires palestiniens. Et c'est à cette époque-là
qu'a émergé le Hamas en tant qu'organisation. Ce n'est pas une création d'Israël, absolument pas. Hein. Vous savez que ça a commencé comme étant un mouvement islamiste qui appartient à la mouvance des frères musulmans, qui dans les années 80, à la faveur de ce qui se passait en Afghanistan contre l'Union soviétique, eh bien, on a cru pouvoir créer un mouvement de résistance parallèle au mouvement nationaliste. Comme il n'y avait pas de contact ou de coordination entre eux et l'OLP, eh bien, Israël a vu ici l'occasion de laisser le Hamas se développer pour mieux affaiblir l'Organisation de libération de la Palestine. Et le paradigme à partir duquel cette stratégie-là avait été mise en œuvre est demeuré jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que dans les années précédentes, eh bien, effectivement, le fait que Hamas soit là était bénéfique dans la rhétorique israélienne et celle de Netanyahou en particulier pour convaincre les Occidentaux d'abandonner totalement la question palestinienne. Et c'est à peu près ce qui s'est produit ces dernières années jusqu'à en fait l'éclatement du conflit le 7 octobre. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire pour répondre à votre question. Mais aujourd'hui, on voit bien et c'est très important hein, d'insister sur le fait que ce qui se produit actuellement à Gaza, c'est une suite de crimes contre l'humanité et ça va clairement être prouvé qu'il s'agit d'un crime contre l'humanité, qui est tout simplement inévitable lorsque le substrat de base de la politique israélienne, c'est la colonisation. Et on le sait depuis 2 siècles que toute colonisation de peuplement est porteuse de génocide. Donc ce dont sont victimes les Palestiniens aujourd'hui, c'est bien de cela. Au-delà de la discussion des détails, eh bien, la tendance globale, c'est vraiment au génocide. Michel Rimbaud, autre thématique de notre rendez-vous du jour, le facteur du Hezbollah, les porte-avions américains en Méditerranée orientale venus en renfort, les regards qui se tournent également sur Téhéran et la Syrie. Croyez-vous à un conflit régional ? Écoutez, je ne sais pas, il y a eu, comme on sait, il y a eu vendredi le long discours qui a duré 1 heure, pas loin de 2 heures, du cher de Hassan Nasrallah, et qui était très intéressant, très instructif, qui était très discret, qui n'était pas va en guerre, mais qui était quand même très très clair. Bon, il est sûr que, moi je ne sais pas ce qui s'est, on peut, la guerre effectivement, la guerre entre Israël et les Palestiniens n'a pas commencé, c'est sûr, il y a 1 mois, le 7 octobre, et elle n'a pas été gelée puisqu'il y a eu des évolutions. Alors bon, je sais, j'entendais l'explication. Là, c'est vrai qu'on dit que, en quelque sorte, c'est tout. Si on ne dit pas qu'il y aurait une collusion entre ceux qui ont lancé la guerre le 7 octobre, et puis, disons, les Israéliens, qu'il y aurait eu une espèce de truc pour avoir un adversaire qui soit connu, que ce soit que ce soit presque une affaire, disons, une complicité. Moi, je ne crois pas beaucoup. Moi, je pense que ça a été une opération qui a surpris quand même beaucoup l'armée israélienne et l'État israélien, et que, en tout cas, effectivement, elle s'est accompagnée de. Moi, je pense que je tiens quand même à dire que toutes les vies humaines, dans toutes les guerres, il y a beaucoup de pertes en vie humaine. La guerre entre la Palestine et Israël n'est pas la seule qui fait des victimes civiles et des victimes innocentes. Et donc, finalement, on doit déplorer la mort de toutes les victimes à quelque côté qu'ils appartiennent. Mais ça ne saurait envoyer dos à dos, disons les deux. Il y a un oppresseur et un opprimé, il y a un occupant et un occupé, etc. Et donc, je crois que jusqu'à preuve du contraire, ce qu'a fait la partie palestinienne et l'organisation en question, le Hamas, finalement, dont je ne suis pas un partisan spécial, certainement pas, mais disons, il faut admettre que il a fait quelque chose, il a redonné à la cause palestinienne une centralité qu'elle avait totalement perdue. Et c'est vraiment une grande réussite.
Parce que je crois, quand je crois savoir, en fait, qu'on reproche effectivement telle ou telle chose les méfaits dans leur opération, mais il y a beaucoup, il faudrait démêler le vrai du faux et le faux du vrai. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que en dehors de tout effet de propagande, ils ont réussi, ils ont surpris manifestement l'armée israélienne et les autorités israéliennes qui ont quand même mis, avant de se lancer à la reconquête de Gaza ou essayer de reconquérir Gaza, ce qui n'est pas une chose facile, et ils n'y réussissent pas. Je suppose qu'ils vont y réussir, mais ils ont mis quand même 15 jours. Ils ont décidé, ils ont quand même beaucoup hésité parce qu'il y a un axe de résistance. C'est une guerre avec qui va le Hezbollah, effectivement, qui tient lui-même, qui a une force militaire tout à fait considérable et une force politique, mais qui est bien contrôlée et qui est sage, je dirais, qui n'est pas en guerre, mais qui joue son rôle, qui a d'ailleurs infligé une ou deux défaites aux Israéliens dans le passé. En 2006. Alors que ça n'est pas un État, hein, c'est un parti politique avec une milice bien organisée, mais on dit que c'est une force militaire considérable, c'est une armée qui est bien équipée, qui est bien discipliné, qui ne fait pas n'importe quoi et qui veille, je dirais, qui a une éthique. Bon, ce qui n'est pas courant dans finalement tous les groupes armés ou les organisations armées. Alors, Milo Tchinoufi, justement, on en parle. Avant-hier, le secrétaire général du Hezbollah a pris la parole. C'est la première fois depuis le début du conflit. S'il n'a pas annoncé une pleine implication de la résistance libanaise dans la guerre, il a néanmoins pointé du doigt les États-Unis, n'a pas écarté la perspective d'une guerre totale. Qu'avez-vous pensé de cette allocution du secrétaire général du Hezbollah ? Guerre totale, je ne le crois pas parce que vous savez, il y a beaucoup d'acteurs dans la région qui ne sont pas intéressés. En tout cas, les États arabes ne sont pas du tout intéressés à un embrasement généralisé. Mais je crois que ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous savez, vu la nature du Hezbollah, comme ça vient d'être dit, ce n'est pas un État. C'est une organisation, c'est un parti politique qui possède donc une force armée. On ne déclare pas la guerre de la même manière qu'un État déclare la guerre. Donc il n'est pas dans l'intérêt du Hezbollah, même s'il a l'intention de s'engager dans un affrontement armé, de le déclarer aussi ouvertement parce qu'il devient automatiquement la cible. Lorsqu'on déclare la guerre, on devient automatiquement la cible de ceux à qui on a déclaré la guerre. Donc je ne sais pas très bien ce que vont être les suites de ce discours. Cela étant dit, c'est clair que le Hezbollah reste encore engagé comme l'Iran l'est, comme la Syrie, même si la Syrie est, comme vous le savez, très très affaiblie, partie prenante dans ce qu'on appelle l'axe de la résistance. Cela, bien entendu, les Américains en tiennent compte. Je crois que Nasrallah avait raison de pointer du doigt les États-Unis. En fait, les États-Unis, et derrière les États-Unis, la communauté internationale, hein, je reprendrai volontiers les propos de Madame Francesca Albanese, qui est la rapporteure des Nations Unies pour le conflit israélo-palestinien, et qui dit que ce que nous voyons là, eh bien, la responsabilité incombe à la communauté internationale. Et vous savez que le blocage au niveau international vient des États-Unis parce que c'est le seul pays qui peut avoir plus ou moins de l'influence sur les Israéliens. Et chaque fois qu'il y a eu un mouvement, un tant soit peu prometteur en faveur d'une résolution diplomatique et pacifique de ce conflit, c'était parce que le président américain a décidé de faire pression sur les Israéliens. Le dernier en date, c'était George Bush senior qui a menacé de mettre un terme aux aides. On reprend la discussion dans un instant. On arrive à la pause publicitaire. On revient dans quelques minutes. À tout de suite. Retour au grand échiquier où on a évoqué les 30 jours de bombardement sur Gaza. On a fait le point avec nos deux invités, Michel Rimbaud et Milo Tchinoufi. Justement, Milo Tchinoufi nous évoquait que peut-être
la clé du dénouement de la crise à Gaza était entre les mains américaines. Donc on reprend la discussion. Je pose la question à Milou Chinoufi. Milou Chinoufi, par exemple, sur cette ambivalence, cette relation entre les sionistes et les Américains. Alors d'un côté, on a Noam Chomsky qui nous dit que les sionistes sont les gendarmes des Américains au Moyen-Orient. Et puis il y en a d'autres comme Mearsheimer et Walt Pluto qui nous disent que le lobby sioniste aux États-Unis est très puissant. Et on le voit avec les présidents américains qui vont faire leurs oraux à l'AIPAC, qui déclinent leurs feuilles de route. Ils sont obligés de, si jamais ils tentent leur ticket présidentiel, ils sont obligés de se présenter avec une feuille de route bien établie. Où est la vérité au fond? Qui influence qui? Qui a l'ascendant sur qui? Qu'en pensez-vous? En fait, la vérité est quelque part entre les deux positions. Hein. Vous savez, quand vous revenez très en arrière, bien avant la partition de la Palestine historique, vous allez trouver des mouvements religieux aux États-Unis qui ont toujours soutenu cette idée de la création d'un État religieux juif sur la Terre Sainte, pour des raisons théologiques. Là, je parle des évangélistes américains qui sont très, très puissants aux États-Unis, et c'est une conviction profonde chez eux que c'est un devoir religieux que de soutenir Israël de manière absolue. Vous avez ensuite, effectivement, les groupes qui sont directement, les groupes formés dans les communautés juives américaines qui sont directement branchés sur Israël et qui, effectivement, sont puissants. Vous savez, les lobbies aux États-Unis, c'est quelque chose de légal, c'est-à-dire que tout le monde peut le faire. Vous avez toutes sortes de lobbies. Et donc, lorsqu'il s'agit de celui-ci, eh bien, sa puissance ne vient pas uniquement de qualité intrinsèque, mais il vient également du fait que son discours a un écho auprès des classes, de la classe politique et de l'élite intellectuelle américaine. Vous savez, Biden, quand vous envisagez l'ensemble de sa carrière, vous allez voir que son soutien inconditionnel à Israël n'est pas quelque chose qu'il fait pour des calculs politiques parce que il a peur pour sa carrière politique s'il ne le faisait pas. Il le fait par conviction profonde. Et ça, c'est un problème. C'est un problème très, très sérieux parce que autant d'engagement idéologique vient avec un aveuglement qui fait en sorte qu'on va déplacer des porte-avions pour une guerre qu'on va faire à des civils isolés. C'est ça la réalité que nous vivons aujourd'hui. Maintenant, ce n'est pas le point de vue de tout le monde aux États-Unis. J'évoquais tout à l'heure George Bush senior. Bien sûr, il a très mauvaise presse au Moyen-Orient à cause de la première guerre du Golfe et de la destruction de l'Irak. Mais vous savez, c'était pratiquement le seul président américain qui avait fait pression sur le gouvernement israélien pour venir à la table des négociations. Et si vous lisez ce que ce monsieur-là disait et écrivait déjà dans les années 70, eh bien, il affirmait que la stabilité du Moyen-Orient était dans l'intérêt des États-Unis et que cette stabilité passe par un règlement du conflit israélo-palestinien qui rétablisse les Palestiniens dans leurs droits. C'est une minorité. C'est peut-être pour ça qu'il n'a fait qu'un seul mandat. Peut-être, effectivement, mais en tout cas, le processus de paix a été ensuite géré par Clinton et Clinton, bien sûr, était pour que les négociations aboutissent quelque part, mais qu'elles y aboutissent selon les termes israéliens, c'est-à-dire des termes très ambigus, et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les accords d'Oslo, qui peuvent être très bien interprétés du point de vue israélien comme étant juste la continuation de l'occupation avec sous-traitance pour l'autorité palestinienne. Donc, je veux dire, le drame des Palestiniens et le crime dont ils sont les victimes aujourd'hui vient du fait que le seul État qui peut avoir une influence sur Israël, eh bien, n'est pas prêt à faire le nécessaire pour qu'il y ait une paix juste. Je terminerai avec un point. Mais toute cette politique-là, celle d'Israël comme celle des États-Unis, n'aurait pas été possible si on n'avait pas aussi dans le monde arabe des États qui ont été prêts et heureux d'abandonner complètement
la cause palestinienne au profit d'accords On en parle tout de suite, diplomatiques, justement. au fond, très humiliants. Voilà. Alors, on en vient, vous me tendez la perche, Milou Chinoufi. Effectivement, certains pays arabes étaient en passe de normaliser, ou en tout cas ont approfondi leurs relations avec l'entité sioniste, comme le royaume saoudien, une normalisation sous pression américaine. Est-ce que, selon vous, Michel Rimbaud, ce conflit à Gaza, cette guerre, vient mettre à mal ces initiatives diplomatiques ? Écoutez, je pense que là, ce qui vient d'être dit sur l'espèce de symbiose, d'union étroite entre les intellectuels, les morales et religieuses et diplomatiques et dans tous les domaines entre Israël et les États-Unis est bien réel, c'est une réalité. Et je crois que tous les présidents américains ont la même attitude. Ils ne seraient pas élus président des États-Unis s'ils n'étaient pas pro-israéliens et s'ils n'avaient pas cette profession de foi, d'amour éternel pour Israël. Donc, ça n'est pas une nouveauté avec Biden, mais qui est quand même bien nette chez lui. Quand on lit les déclarations de Joe Biden, bien avant qu'il soit président des États-Unis, même quand il était beaucoup plus jeune sénateur, il a un long parcours, un long, je dirais, casier judiciaire et politique derrière lui. Eh bien, il a toujours proclamé son amour pour Israël. Et il le redit à toute occasion, et donc il n'y a rien à attendre. Je crois que, pour ma part, en ce qui me concerne, je crois qu'il ne faut rien attendre des États-Unis. Je ne pense pas que les Palestiniens puissent attendre quelque chose des États-Unis, en pensant que les États-Unis vont faire pression sur leurs protégés, parce qu'on se demande lequel est le maître et l'élève. Quel est celui qui dirige et celui qui est dirigé. C'est la question qu'on se posait. Disons, moi, je suis Mais Michel Rimbaud, que finalement, c'est peut-être bien Michel Israël Rimbaud, qui détient le part de décision. Michel Rimbaud, les Palestiniens n'ont rien à attendre des États-Unis, mais est-ce que les Palestiniens auraient à attendre de certains pays arabes comme l'Arabie Saoudite ou d'autres? Ça, on a vu, je croyais que on avait parlé de ceci, mais c'est vrai qu'on a vu un décalage faramineux, il y a le grand écart littéralement, c'est un peu surréaliste, entre ce qui se passe dans ce qu'on dit la rue arabe, enfin les opinions publiques des pays arabes qui sont toutes unanimes à condamner Israël et à souhaiter la victoire des Palestiniens, y compris, peu importe les organisations qui font partie de la résistance, des organisations, disons, qui sont sur le terrain, en tout cas, dans leur grande variété de tous l'éventail de la résistance palestinienne. Et puis, disons, globalement, il y a d'une part ceci, il y a d'autre part les réactions des États arabes, des gouvernements arabes. Au fond, on aurait pu imaginer, comme en 1973 par exemple, la guerre de Ramadan Kippour, comme on dit, de l'automne 1973, eh bien, c'était terminé. Il y avait une espèce de victoire globale des armées syriennes et égyptiennes au départ. Et puis après, je crois que c'est vrai qu'il y avait le président Sadat s'était laissé circonvenir un petit peu par ses amis américains. Et donc, c'est la paix séparée. En quelque sorte, il avait vendu son succès, quoi. Mais et pour finalement finir par faire un accord de normalisation, des accords de paix séparés, c'était très à la mode. Mais depuis, on a eu les accords ibrahimiques, par exemple. On peut se demander, inspiré par quoi, les accords ibrahimiques. Je sais, bon, effectivement, quelle est l'inspiration de base religieuse des trois religions monothéistes. Mais globalement, on ne voit pas très bien ce qui incite certains États arabes, certains États du Golfe, par exemple, à avoir tout d'un coup cette fougue. Ce grand amour pour le judaïsme et pour l'État d'Israël, c'est quand même incompréhensible. Il y a eu les accords de normalisation. Il est à noter que, bon, ce ne sont pas des accords très très populaires. L'Égypte, par exemple, a normalisé ses relations dès les années 1979, quelque chose comme ça, il y avait eu un traité de paix séparé, il y a une ambassade d'Israël au Caire, et je me rappelle, moi j'étais en poste au Caire il y a bien longtemps, mais enfin, c'était 5 ou 6 ans après, dans ces années-là, après la normalisation des relations, et ce que je sais, c'est que l'ambassadeur d'Israël,
qui était en plein centre du Caire, mais l'ambassadeur d'Israël, le diplomate israélien, ne mettait pas les pieds dehors, parce qu'il serait fait, je crois qu'il serait fait lyncher. Et je crois que, je pense que la situation a évolué, mais c'est à peu près toujours la même chose. Alors, il y a le grand écart. Quand on voit toutes les manifestations de masse dans tous les pays, y compris, par exemple, y compris au Maroc, en Algérie, dans des pays où c'est en Tunisie, mais en tous les pays, y compris dans les pays du Golfe, y compris dans, manifestement, il y a une unanimité des populations arabes partout, dans tous les pays de la Ligue arabe, disons, pour soutenir le mouvement de résistance palestinienne. Mais par contre, les gouvernements sont bien timides. On aurait pu imaginer qu'il y a eu quelques déclarations de solidarité, mais c'est ambigu. On voit bien qu'ils ne choisissent pas vraiment leur camp, quoi. Il y en a qui sont encore dans le camp américain. Ils ont un pied dans le camp américain. Il y a un camp dans le pied, comme on dit, on appelle pas l'Occident collectif, mais son adversaire, le Sud global, qui est entraîné par la Russie, la Chine, l'Iran, etc. Donc c'est ça l'équilibre du monde qui est en train de changer en faveur, disons, de ce Sud global et avec cet axe eurasien, disons, contre le monde occidental. Et je pense que ça s'accompagne dans le monde d'une espèce de bouffée d'une haine et d'une montée de l'hostilité, de la haine contre l'Occident, pour son injustice, son arrogance, etc. Et donc, je crois qu'il y a comme on dit, dans l'équilibre du monde qui est en train de basculer, comme on dit vulgairement, tout le monde doit choisir son camp. Tous les pays sont invités à choisir leur camp, et on ne peut pas avoir un pied à gauche et un pied à droite. Alors, il se trouve que pour beaucoup de pays arabes, c'est vrai, on ne voit pas très bien. On voit bien qu'ils ont du mal à choisir parce qu'ils ont des intérêts, ils ont peut-être des penchants, alors, Milou Chinoufi, une compréhension des attentes, mais disons, ça ne peut pas durer très très longtemps. Les pays arabes, je pense, doivent choisir. C'est pas à moi de choisir à leur place, mais évidemment, quand même. On va poser la question à Milou Chinoufi. Les Arabes auraient pu utiliser pour soutenir la résistance palestinienne, si elle aurait été vraiment si chère. La centralité de la cause palestinienne voudrait que, eh bien, ma foi, comme il y a des hostilités, les pays arabes avaient au moyen, en déclarant par exemple utiliser l'arme pétrolière, qui avait fait quand même des miracles pour les. On va poser justement la question, il ne reste que 2 minutes à Milou Chinoufi. Milou Chinoufi, rapidement, est-ce que les accords d'Abraham, des accords de paix sous l'égide de Donald Trump entre l'entité sioniste et les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan, est-ce que, à votre avis, ils sont gelés à cause de l'intrusion de la question palestinienne dans la place diplomatique ? En fait, l'expansion de ces accords-là est gelée, notamment sur le dossier saoudien. Les Saoudiens ne peuvent pas aujourd'hui s'engager dans ce sens-là. Et d'ailleurs, en fait, bien avant l'offensive du Hamas, la position de l'Arabie saoudite avait été de dire que oui à la normalisation, à condition que ce soit accompagné par une solution du conflit israélo-palestinien. Et cette condition-là n'avait pas été posée par les autres États qui ont normalisé leurs relations avec Israël. C'est la raison pour laquelle ce qu'on appelle les accords d'Abraham, en fait, ce sont des accords d'abdication. Ce sont des accords d'abdication dans la mesure où ils correspondent de part en part à la vision que se fait Israël du conflit, donc poursuite de la colonisation, poursuite de l'oppression, poursuite du génocide contre les Palestiniens, avec le silence total des États avec qui ils normalisent. Donc voilà ce qui s'est produit. Avec les Saoudiens, ça ne va pas avancer. En fait, ces accords-là n'auraient jamais dû avoir lieu parce que ils ont inversé la logique qui avait été celle de la Ligue arabe et de tous les États qui soutenaient les Palestiniens, à savoir que la possibilité d'une normalisation des relations diplomatiques est une condition, c'est-à-dire une carte qu'on joue dans les négociations en faveur des Palestiniens. Donc ce que les États de la normalisation ont fait, ils ont arraché aux Palestiniens une carte importante à jouer. Je terminerai avec un point, si vous permettez. Si un pays comme la Bolivie, qui est loin géographiquement, loin culturellement, loin du point de vue civilisationnel des Palestiniens, a eu le courage de rompre les relations diplomatiques avec Israël, bien sûr, c'est très, très difficile à comprendre pourquoi les États arabes qui ont normalisé avec Israël ne brandissent même pas cette menace. En fait, il y a une explication,
c'est l'esprit du colonisé qui les empêche de le faire. C'est parfait. Pour une conclusion, Milou Chnoufi, merci d'avoir été avec nous, professeur des relations internationales. Vous réagissiez à partir d'Ottawa. Je remercie Michel Rimbaud d'avoir été des nôtres et je remercie vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous laisse avec la suite des programmes sur Al24 News et vous dis à demain.